Bonjour. Après avoir étudié les trois premières grandes définitions et familles théoriques autour de la notion de culture populaire, c'est-à-dire la notion quantitative de la popularité, la notion qualitative de son opposition en général dépréciative par rapport à la haute culture, et puis enfin celle qui en faisait une simple équation avec la culture de masse. Nous abordons maintenant l'autre très grande veine d'interprétation qui est celle de la culture populaire comme celle qui serait faite par le peuple, pour le peuple, et qui relève en fait du paradigme de ce qu'on a appelé le folklore. Je suis en train d'essayer de retrouver mon texte. Alors, c'était bien parti. Zut, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je pense que ça devrait marcher. Mais je ne suis pas entièrement convaincu. Alors, je vais recommencer. OK. Donc, voilà. Excusez-moi pour ce démarrage. Donc, voilà. Donc, face aux trois définitions précédentes que je viens de citer, donc, il y a celle-ci qui postule donc, la culture populaire comme étant exclusivement originaire du peuple, faite par le peuple, pour le peuple. Historiquement, en fait, c'est le premier paradigme d'analyse qui a été appliqué à la culture populaire. C'est à travers cette idée-là que l'idée et la relative légitimation de la culture populaire et des études de culture populaire ont pu être avancées. En fait, sa première expression remonte aux idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité de Johann Gottfried Herder, donc à la fin du XVIIIe siècle, qui opposait déjà la culture du peuple, des Kultur des Volkes, à celle des lettrés, Kultur der Gelernten, se démarquant ainsi de facto de la tradition classique de la cultura cicéronienne et posant un jalon crucial vers ce qui deviendra le relativisme culturel ethnographique tel qu'on l'a vu dans nos deux capsules sur la culture et sur la notion du populaire. Donc, c'est ce tournant herdérien, donc aux sources de la révolution romantique allemande, qui marque la possibilité de concevoir une culture entièrement autre, qui ne serait plus éloignée dans l'espace sur le modèle de l'altérité radicale des autres cultures découvertes par les Européens lors de l'expansion coloniale, mais à l'intérieur même de la société européenne des Lumières. Pour cela, il aura fallu que la coupure entre culture savante et culture populaire soit totalement consommée, comme le signale au sujet des tout premiers collectionneurs de ce que l'on appelait alors les antiquités populaires, les popular antiquities, Keith Thomas, dans un livre tout à fait passionnant, un grand classique de l'histoire culturelle, La religion et le déclin de la magie, et qui s'attache justement à étudier ce tournant majeur. Alors, je cite Keith Thomas, au milieu du XVIIe siècle, les nouveaux développements intellectuels avaient grandement ouvert le gouffre entre les classes éduquées et les paliers inférieurs de la population rurale. Évidemment, le dédain de la part des intellectuels envers la superstition populaire remonte
aux époques de l'Antiquité classique. Mais au XVIIe siècle, ce gouffre a été emphatisé par l'apparition d'aristocrates, collectionneurs de ce qu'on appellera plus tard le folklore populaire, comme Sir Thomas Browne dans ses Erreurs vulgaires ou John Aubrey dans ses survivances de la gentilité et du judaïsme, parce que c'est ça le tournant que signale Keith Thomas, malgré leur tolérance envers ces anciennes représentations, ces auteurs étaient extrêmement conscients d'appartenir à un monde mental radicalement différent, radicalement autre. Ce sentiment d'altérité accomplie, mélangé avec une curiosité qui est nouveau. Auparavant, pendant des siècles, il y avait eu une longue cohabitation, plus ou moins pacifique, entre une culture commune, que l'on dira plus tard populaire, et une culture des élites qui s'en distinguait. Alors, je cite ici Lebrun, l'historien, qui consacre une analyse à un traité des superstitions du XVIIe. Donc, massivement analphabètes, les classes populaires d'Ancien Régime n'ont laissé pratiquement aucun témoignage direct sur leur culture propre et plus précisément sur la religion qui était la leur et où se mêlaient inextricablement christianisme et éléments para- ou pré-chrétiens. Dans un monde où les dangers étaient partout, où Dieu et le diable étaient sans cesse à l'œuvre, il était nécessaire de se concilier par tous les moyens ces forces surnaturelles qui régissaient le bonheur et le malheur, la vie et la mort de chacun. En marge des cérémonies et des prières de l'Église, il paraissait normal soit de renforcer l'efficacité de celle-ci par des pratiques complémentaires, soit de recourir à celle d'une religion parallèle, magique, agraire et cosmique. L'imbrication de ces éléments hétérogènes était totale et l'on ne voyait aucune contradiction dans le recours simultané aux prêtres et aux sorciers. D'ailleurs, l'un et l'autre invoquaient Dieu et ses saints, usés du signe de la croix et attachés à certains chiffres tels que le 3, le 7 ou le 9, la même valeur sacrée. L'Église, qui durant des siècles avait plus ou moins toléré ce syncrétisme, mais dont les compromissions avaient été violemment dénoncées par les protestants, décida de réagir lors du Concile de Trente. Et effectivement, les protestants allaient accuser les catholiques de véritables superstitions par rapport à quantité de cultes, etc., etc. Et ça crée un grand débat et la réforme protestante déclenche ce qu'on a appelé la contre-réforme catholique. Et donc, la contre-réforme va aussi s'appliquer à purger la religion de ces superstitions populaires. C'est pourquoi en France, les évêques réformateurs s'efforcèrent à partir du début du XVIe siècle de séparer le bon gré de l'ivraie et de condamner et extirper un certain nombre de croyances et de pratiques jugées incompatibles avec le catholicisme post-tridentin, après Trente, et déclarées de ce fait superstitieuses, partage qui n'allait pas sans embarras ni inconséquence, tant la frontière était souvent difficile à tracer entre la foi et la superstition. Et ça va être tout un argument aussi qui va se tourner contre l'Église dans les écrits, par exemple, des libertins du XVIIe et du XVIIIe. La superstition populaire, écrit Pierre Charon, donc, pour illustrer cette radicale altérité du populaire à travers le débat de la superstition. La superstition populaire vient de faiblesse d'âme, d'ignorance ou de méconnaissance de Dieu bien grossière, dont elle se trouve plus volontiers aux enfants, femmes, vieillards, malades, assaillis et battus de quelques violents accidents. Bref, aux barbares. Inclinat natura ad superstitionem barbari. Donc, la nature incline les barbares vers la superstition. On ne saurait mieux dire, dit Nicole Belmont, les superstitieux sont les barbares de notre culture. Le traité des superstitions, publié à partir de 1679 par Jean-Baptiste Thiers, vous avez ici une couverture assez imagée
qui reprend Goya, donc une couverture d'une réédition contemporaine. Donc, le traité des superstitions de Thiers, curé de diocèse de Chartres, se situe hardiment et sans complexe dans cette même perspective d'assainissement. Le but de son auteur est clair: dresser un catalogue aussi complet que possible des superstitions pour mieux en dénoncer le ridicule ou la malfaisance et en faciliter la disparition. Son livre rejoint les grandes décisions épiscopales pour constituer avec elles ce que l'on peut appeler les archives de la répression, qui, à défaut du discours absent des humbles sur eux-mêmes, nous dévoilent par un juste retour des choses tout un pan de la culture et de la religion populaire que cette répression se donnait pour but de faire disparaître. Et ce sera là le mouvement de l'histoire culturelle à partir des années 60, qu'on va justement essayer de reconstituer la culture populaire d'autrefois à partir des seuls indices écrits qui nous restent, qui sont en général, c'est ce que Lebrun et d'autres appellent les archives de la répression. Parce qu'en général, on ne parlait de ces gens-là que lorsque on intervenait, enfin de leurs croyances, de leur système, de leur vision du monde, que lorsqu'on essayait de le discipliner ou de le combattre. Alors, se dégage ainsi un schéma qui, évidemment, comme tous les grands schémas un peu totalisants, etc., demande à être nuancé. Mais un grand schéma que résume Jacques Rével dans un autre article que vous trouvez aussi en ligne, donc l'envers des Lumières, les intellectuels et la culture populaire. De la fin du Moyen-Âge à la naissance de la société industrielle, le quart ne cesserait de se creuser de l'un à l'autre. Et la culture populaire serait l'objet d'une double stratégie de répression et de marginalisation. Les folkloristes du XIXe siècle n'en redécouvrent les attraits qu'après qu'elle aura été réduite à l'état de curiosité inoffensive. Dans cette perspective, le rationalisme des Lumières ne fait à l'évidence que prendre le relais de l'effort de normalisation des pratiques et des croyances entrepris depuis le XVIe siècle par les deux réformes, protestantes et catholiques, mais aussi bien par la monarchie absolue. En luttant contre la déraison, les Lumières renforcent la marginalisation du peuple qui, je cite un des grands philosophes des Lumières, Fontenelle, donc le peuple qui est destiné à être la dupe de tout. Donc vraiment une vision très noire qu'on retrouve notamment chez Voltaire. Le peuple est essentiellement enclin aux superstitions et au fanatisme, etc., etc. Et les Lumières, en grande partie, dans leur lutte contre l'obscurité des superstitions, etc., va être aussi donc, dans cette position de discipline du peuple et des croyances populaires. Pourtant, c'est en leur sein, au sein des Lumières, que va s'opérer peu à peu un tournant majeur. Que résume Belmont dans un article que je vous invite fortement à lire à travers donc Sophia dans l'Encyclopédia Universalis. C'est l'article Folklore de Nicole Belmont qui résume plusieurs de ses recherches. Les traditions populaires, qui jusqu'à la fin du XVIIe siècle étaient considérées comme des superstitions par les théologiens et comme des aberrations de l'esprit humain par les humanistes, devinrent un objet digne d'intérêt, à condition qu'elles fussent éloignées non pas dans l'espace, comme les autres cultures de l'ethnographie naissante, mais dans le temps. Hissées au rang de vestiges d'une antiquité nationale, elles sont alors regardées à la fois comme dignes du plus grand respect et comme dépourvues d'un sens interne, puisque celui-ci s'est évanoui avec la disparition du système social et religieux dont elles faisaient partie. Ce grand tournant n'était possible que par un changement radical de perspective qui transfère sur le bon peuple les qualités du bon sauvage ethnologique. Ce que Herder opère sur la lancée de Jean-Jacques Rousseau en vue d'un projet idéologique de type nouveau, celui du nationalisme moderne, qu'en grande partie il va façonner.
La critique de la civilisation, je cite un autre article que vous trouvez aussi en ligne de Mondon, Le mythe du peuple, de Herder au romantique de Heidelberg. La critique de la civilisation qui a conduit Rousseau à donner une interprétation mythique du peuple dans la Nouvelle Héloïse a incité Herder à s'intéresser à la littérature populaire. Herder espérait préparer une littérature qui correspondit au génie et au peuple allemand. Par peuple, il faut entendre la couche inférieure de la société qui, je cite, est la partie la plus grande et la plus respectable de la nation, comprenant notamment les femmes, les enfants et les paysans, restés à l'écart de la civilisation corruptrice et de l'influence étrangère. Vous voyez que là, on bascule complètement. Avant, c'était ça le signe, justement, le fait que c'était associé à l'enfance, aux paysans, aux femmes, c'était le signe de une ostracisation de la superstition. Là, au contraire, ça devient le signe de l'authenticité et par opposition à la civilisation. Et là, il faudrait reprendre ce que nous avions vu dans notre capsule sur la culture, l'opposition que vont faire Herder et les romantiques allemands entre Kultur, donc la culture au sens ethnologique qui pour eux est la plus forte, et la Zivilisation, donc qui pour eux n'est que l'aspect le plus superficiel et au fond très cosmopolite. Donc sans véritable racine dans le bon peuple du processus de l'histoire et de la modernité. Ce peuple qui exprime l'accord immédiat entre la parole et l'action est au cœur de la vérité et de la vie. C'est ça la nouvelle idéologie du peuple. C'est en lui que l'on peut retrouver les forces vitales et vives de la nation dont nos civilisations nous ont privés. Nous avions vu comment, dans le contexte allemand de Herder, etc., ça prenait vraiment tout un sens d'opposition nationaliste germanique contre la culture de cour des principautés allemandes. L'Allemagne n'existe pas à ce moment-là, donc c'est vraiment, on commence à créer le fantasme d'une nation allemande contre la société de cour qui, elle, est complètement calquée sur le modèle français et qui parle en français d'ailleurs, les princes allemands, etc., s'expriment comme toute la diplomatie de cette époque en Europe en français. Donc il y a un côté de polémique militant aussi dans la naissance de ces notions. À travers son idéalisation et son abstraction en un esprit du peuple, le Volksgeist, dont nous avons déjà parlé, unitaire et quasi mystique, donc il y a un esprit de un peuple, donc ça ne laisse pas beaucoup de place pour la pluralité des options. Donc le peuple devient le pilier central de la nation, selon la double équation, le poétique et le primitif, qui est le populaire, qui est le national. Donc, vous voyez, on passe vraiment on bascule, il y a vraiment un effet de rupture de l'épistémé, comme dirait Michel Foucault. Il y a vraiment un effet de discontinuité et de rupture ici. Les chants populaires, alors je cite Herder dans Fragment d'une correspondance sur Ossian et les chants des peuples anciens de 1763, les chants populaires, les fables, les légendes sont le résultat des croyances d'un peuple, de sa sensibilité, de ses facultés, de ses efforts. On croit parce qu'on ne sait pas, on rêve parce qu'on ne voit pas, on s'agite à l'intérieur de son âme entière, simple et pas encore développée. Tous les peuples non civilisés chantent et agissent. Leurs chants sont les archives du peuple, le trésor de sa science et de sa religion, de sa théogonie et sa cosmogonie, des hauts faits de ses ancêtres et des événements de sa propre existence, le reflet de son cœur, l'image de sa vie domestique, dans la douleur et dans la joie, du berceau à la tombe. Chaque peuple fait ainsi son propre portrait par sa poésie, qui n'est pas la poésie des lettrés, qui n'est pas la poésie savante, qui a été en Occident très globalement marquée à partir de la Renaissance par l'imitation des modèles classiques gréco-romains, mais par sa vraie poésie authentique, populaire, les chants populaires, les ballades populaires, etc., etc. C'est ça qui, à partir de Herder et des romantiques allemands, devient le nouveau emblème de l'authenticité
à la fois littéraire et culturel. Les nations guerrières chantent les exploits valeureux, les nations tendres chantent l'amour, un peuple intelligent fabrique des énigmes, les peuples qui connaissent des conditions de vie terribles créent des dieux terrifiants pour eux-mêmes. Vous voyez qu'on est là aussi dans toute une nouvelle façon de comprendre la relation entre la littérature et la société, mais aussi entre la mythologie, les croyances et la société. Telle est la conviction neuve, écrit Jean Starobinski, qui rend au mythe une légitimité à la fois ontologique et poétique, et qui prête une attention égale aux témoignages de toutes les littératures primitives. Et comme pour répondre à cette écoute neuve, des mythologies entières se désoccultent ou parfois s'inventent à demi. L'Edda, Ossian, les livres sacrés de l'Orient, les chants des Indiens de l'Amérique. On y découvre l'image d'un art avant l'art, d'une poésie antérieure à toute règle de composition. Dans cette barbarie, entre guillemets, on se plaît à reconnaître une grandeur et une énergie que les langues civilisées ne possèdent plus. Dans la foulée, la culture populaire deviendra alors visible. Investie, nous dit Nicole Belmont dans Paroles païennes, de la même valeur que ces anciennes cultures. Barbares et rudes, certes, mais respectables parce que primitives et originaires. Si les mythes de ces cultures renvoient au premier mode d'expression de l'humanité, les traditions populaires renvoient, elles, aux origines du peuple, dont elles sont les archives, les témoignages de son savoir, de ses croyances et de son histoire. Herder en appelle ainsi à la collecte de ces chants populaires qui permettrait de comprendre intuitivement l'âme singulière du peuple allemand, inaugurant un vaste mouvement qui culminera avec le travail des frères Grimm, beaucoup plus connus désormais dans ce domaine que toutes les autres tentatives, à commencer par celle de Herder avec les poésies populaires. Ce tournant est d'autant plus ironique que Herder trouve son inspiration initiale dans une célèbre falsification. Parce qu'en fait, son texte, qui est un fragment sur Ossian, en fait, la figure de Ossian est une figure parfaitement inventée. Les chants attribués par Macpherson à un légendaire barde écossais des âges obscurs, Ossian, source d'une longue disquisition sur la fraternité entre l'âme calédonienne et le génie du peuple allemand. Mais en fait, donc, on est complètement dans le fantasme parce que Ossian, donc, que vous avez ici, dont vous avez ici un des multiples portraits, parce que c'est vraiment un des premiers best-sellers de ce qu'on appellera le pré-romantisme, et pendant tout le romantisme, ça va être une figure très importante, même quand on saura que c'est un faux, le prestige d'Ossian, etc., va continuer à être très fort. Alors bon, d'autant plus drôle que pour nous, là, c'est pour le coup complètement illisible. Autant il y a des choses magnifiques, évidemment, dans tout le pré-romantisme, autant Ossian, c'est vraiment un truc qui fait parfaitement alambiqué, qui est tout à fait pétri des réflexes esthétiques de son temps et qui n'est pas du tout donc une restitution d'une quelconque âme primitive ou âme populaire ou autre. Donc bon, c'est assez savoureux de voir que tout ce délire autour de l'âme du peuple, l'expression, la culture populaire comme figure d'une barbarie primitive originaire et au fond salutaire, qui redonne la force, etc., est venu vraiment d'une fabrication de toutes pièces. Et il va avoir une influence déterminante à la fois sur les études folkloriques dont il constitue la principale légitimation et sur la formation des nationalismes modernes qui auront inévitablement recours à l'exhumation et glorification de leurs folklores nationaux respectifs. Et c'est là où c'est intéressant à la fois de voir que tous les nationalismes du 19e siècle vont s'appuyer sur des traditions populaires. Alors quand elles n'existent pas, on va carrément les inventer, comme fait Macpherson pour Ossian,
et pour, au fond, cette sorte de culture écossaise par opposition à la culture anglaise, donc dans ce clivage du nationalisme écossais. Chaque pays, évidemment, vous pouvez penser aussi au Québec, va se construire une série de folklore. Et ce sera exactement la même chose pour le Québec, par exemple, avec des contes qui vont être érigés en emblème de la culture du peuple québécois, alors qu'en général, ce sont des contes qui viennent de France, de différentes régions de la France, d'où ils ont migré, évidemment, avec les occupants de la Nouvelle-France. Et donc, par exemple, la chasse-galerie, c'est un conte qui remonte à des traditions françaises, etc. Mais c'est vraiment le propre du mouvement des nouveaux nationalismes, et c'est Herder qui vraiment leur donne qui relie ces aspects-là. L'aspect du nationalisme nouveau, comme idée force qui va caractériser toute la modernité, et la culture populaire et le folklore. Et donc, on passe par un phénomène paradoxal qu'illustre déjà Ossian, qui est ce que Eric Hobsbawm et Terence Ranger appellent l'invention de la tradition, dans le livre éponyme de 1983. Et c'est vraiment un livre très, très intéressant parce qu'il montre, par exemple, bon là vous avez une des éditions des poèmes d'Ossian illustrés en plein romantisme, on est en 1819, donc carrément en plein romantisme européen, ce qui montre la continuité du culte voué à Ossian, qui est ici nettement sentimentalisé et vaguement érotisé. Alors, pour Hobsbawm, et un de leurs exemples de l'invention de la tradition, donc vous voyez bien l'oxymore, mais qui est qui est très important pour comprendre ce qu'on essaye de présenter, les nationalismes du 19e essayent de présenter comme des traditions. Ce sont souvent des phénomènes, des représentations construites de toutes pièces. Et ils prennent l'exemple en Écosse, des représentations claniques, donc des tartans qui vont devenir l'emblème de l'écosséité, et c'est vraiment l'image qu'on se fait des Écossais, mais l'image que l'Écosse elle-même va faire de elle-même, puisque ça devient une sorte de habit cérémoniel qui est censé incarner la tradition nationale écossaise. Bon, en fait, Hobsbawm montre que c'est vraiment une invention du 19e siècle. Donc, c'est un aspect important de la fabrication de ce que, par ailleurs, la même année, Benedict Anderson appelle les communautés imaginées ou imaginaires, et qui reste un des grands textes pionniers sur l'analyse de l'origine et la diffusion du nationalisme comme idéologie moderne. Alors, ce tournant, qui est aux antipodes de la vision hégémonique des Lumières et de leur transcription allemande, qui a été l'Aufklärung, la traduction allemande, n'alla pas sans heurts. Symptomatiquement, Herder devra se défendre devant ces critiques en expliquant dans la préface au deuxième volume des Volkslieder, donc de son anthologie de poèmes et de ballades populaires, que ce peuple dont il vante, qui devient vraiment le nouveau sujet de l'histoire, n'est pas synonyme de populace.
spectre qui deviendra d'autant plus menaçant avec la Révolution française. Et là, on retrouve cette opposition que nous avions déjà vue entre le populus et la plebs, qui vraiment articule la pensée occidentale autour de la notion du peuple. Et de fait, le bon peuple, alors qui est paysan, qui est analphabète, qui est respectueux envers ses bonnes traditions, qui va être étudié par le folklore, va en fait s'opposer idéologiquement au mauvais prolétariat qui a fui les campagnes idylliques pour plonger dans les vulgaires divertissements de la ville industrielle, notamment le music hall. Donc, dans Inventing Popular Culture, From Folklore to Globalization, Storey évoque cette question et il donne des exemples de cette opposition en Angleterre, notamment William Motherwell dans Minstrelsy Ancient and Modern de 1827, donc autour de la question justement de la poésie populaire ancienne et moderne, et il dit que les chansons traditionnelles, ce qu'on appellera plus tard les folk songs, étaient le fruit de, je cite, les enfants patriotes d'une race ancienne et héroïque qu'on ne peut pas, à ne pas confondre avec la racaille urbaine. Motherwell, comme les frères Grimm, craint que les opportunités de récollecter les chansons traditionnelles sont en train de disparaître. Donc, c'est un discours qu'on va retrouver pendant toute l'histoire du folklore, l'idée que ces traditions-là, il faut les préserver parce qu'elles sont en train de disparaître. Elles disparaissent parce que tout change et dans ce demi-siècle, les manières, les mœurs et les coutumes de nos paysans et nos classes laborieuses par lesquelles ces chansons étaient chéries ont entièrement changé. Le problème est que les travailleurs ont quitté la simplicité austère de leurs parents et ont appris avec les philosophes, euh, les, les démagogues et les rêveurs illuminés de la science morale et économique à rire des préjugés, croyances et superstitions des anciens temps. Donc, vous voyez que là, on est, au fond, il y a encore une fois la question du peuple politique qui entre en conflit avec la représentation du peuple qui est valorisé. Donc, pour valoriser le peuple et la culture populaire, il faut inversement, c'est ça la dynamique, la dialectique à l'œuvre, il faut inversement dénoncer le peuple au fond réel, le peuple qui est en train de, avec la révolution industrielle, suivre l'exode rural, suivre le travail et devenir ce que Marx appelle le prolétariat industriel. Donc, en vantant le passé paysan, etc., on est en train de s'opposer à la transformation sociale du peuple comme aussi sa versant politique de la souveraineté populaire introduite par la Révolution française. La naissance du folklore en tant que discipline, écrit Nicole Belmont, a donc eu pour condition le rejet dans un passé lointain des traditions populaires qui deviennent alors des vestiges ou des survivances. Ce rejet était destiné à donner une valeur positive à des données sociales dont l'absurdité est par trop choquante. Et elle explique avec un exemple, la raison était incapable de justifier, par exemple, le comportement du jeune homme désireux de connaître la couleur des cheveux de celle qu'il épousera. Il doit, la veille de la Saint-Jean, faire 3 fois le tour de ce qu'on appelle le feu de joie, prendre un tison enflammé, le laisser éteindre dans sa main gauche et le soir, avant de se coucher, le mettre sous le chevet de son lit, enveloppé d'une chemise qu'il a portée 3 jours. Il faut que tout cela se fasse les yeux clos, sans quoi le charme n'opère pas. Le lendemain matin, au lever du soleil, le jeune homme trouve autour de son tison des cheveux de la couleur que doivent avoir ceux de sa future épouse. Et c'est donc une très ancienne mancie, donc une façon de connaître le futur populaire que l'on retrouve par ailleurs dans différentes cultures et qui avait été rapportée par un des premiers textes
folklorique, le terme n'existe pas encore, mais c'est ça que c'est déjà ça, c'est le texte dans les mémoires de l'Académie celtique de 1810 de Thomas de Saint-Mars, de quelques usages superstitieux qui précèdent et accompagnent les mariages. Il est manifeste qu'il n'existe aucun lien logique apparent entre cette série de gestes et le résultat recherché. Cette pratique serait donc à classer parmi les erreurs, c'est ce qu'on faisait avant, les Lumières, c'est ce qu'elles auraient fait, si elle n'était considérée comme un vestige d'un système beaucoup plus ancien, dans lequel elle était dotée d'un sens, maintenant disparu avec le système lui-même. Et c'est ça le tournant qui va vraiment créer la notion et la discipline nouvelle qu'on appellera le folklore. Le terme est proposé assez tardivement par rapport à toutes les recherches qu'on vient de citer. Le texte est proposé en 1846 par l'anglais William Thoms, qui par ailleurs n'a presque rien écrit sur la question, mais qui a écrit une petite lettre assez intéressante où il baptise finalement la discipline, pour remplacer celui jusqu'alors dominant des antiquités populaires, et qui va rester ambivalent, parce que lore et folk, donc, c'est à la fois le savoir du peuple, donc tout ce qui englobe le savoir dans un sens très large, où s'introduisent évidemment les systèmes de croyances, les façons de faire, mais aussi les réalisations artistiques, etc. Et ça va être aussi le savoir sur ce savoir. Donc, quand on parle d'une analyse folklorique, c'est l'analyse sur le folklore. Alors, je cite Thoms, « Tous ceux qui se sont attachés à l'étude des mœurs, des coutumes, des observances, des superstitions, des ballades, des proverbes, etc. de l'ancien temps, ne peuvent que parvenir à deux conclusions. À quel point ce qui est curieux et intéressant en ces matières est maintenant entièrement perdu, et de combien on peut cependant en sauver grâce à des efforts opportuns. » Donc, le folklore va pendant très longtemps être attaché à cette vision d'une survivance, se considérant le dernier réceptacle de traditions menacées de disparition imminente. Ce sera un topos, un lieu commun récurrent depuis les premiers collectionneurs, depuis les antiquarians, les antiquaires populaires, jusqu'aux collectes les plus récentes. Et Taylor, donc, qu'on retrouve ici, qui avait changé la notion de culture, vous vous rappelez, dans la civilisation primitive, il donne aussi ici, il résume la théorie de ce qu'on appellera la théorie des survivances. Ce qui reste, je cite, des édifices élevés avec tant d'habileté et de force par les faiseurs de mythes ne subsiste plus aujourd'hui que dans des contes de nourrices, dans des vulgaires superstitions, dans des vieilles légendes qui se meurent, là le topos à nouveau, dans des idées et des allusions entraînées depuis les anciens jours par le courant incessant de la poésie et du roman, dans des fragments de croyances anciennes qui gardent encore le rang qu'elles occupaient dans l'histoire intellectuelle des temps passés. Il s'agira dès lors d'exhumer sous le fatras de légendes, de croyances et de coutumes, jusque-là jugées bizarres, grotesques ou absurdes, les vestiges d'un état social et religieux antérieur à la civilisation, entre guillemets, aux origines même des peuples européens et de leur mythologie fondatrice. Et Taylor définit la survivance, je cite, comme un débris de civilisation inférieure et morte, enclavé dans une civilisation vivante et supérieure. Donc là, on retrouve un peu le schéma encore très hiérarchique de la première anthropologie victorienne. Mais ce qui est intéressant, c'est bon, déjà le langage très mortifère, cette vision de débris, morte, enclavée, etc. Mais c'est cette idée donc que le folklore va surtout s'intéresser à ce qui survit d'ancien dans la société moderne. Et c'était un sentiment très vif éprouvé par ces folkloristes que Keith Thomas évoque aussi. Il dit « Les étudiants du folklore populaire du 19e siècle découvraient partout que les habitants de l'Angleterre rurale, ce qu'on appellera plutôt l'Angleterre, plus tard l'Angleterre profonde, n'avaient pas abandonné leur foi dans la divination, dans la sorcellerie, dans les présages,
les fantômes, les puits guérisseurs, etc. Et ainsi, il cite quelqu'un en 1856 qui dit « Ceux qui n'ont pas ne traitent pas quotidiennement avec la paysannerie peuvent difficilement comprendre ou croire au pouvoir que les charmes, la sorcellerie, les magiciens et autres reliques du paganisme ont encore sur le peuple. » En 1856, c'était encore le sentiment qu'au fond, il y avait, une fois qu'on quittait les grandes villes et qu'on arrivait dans le fond des campagnes, qu'il y avait encore ces survivances d'une époque pré-chrétienne, donc remontant à pratiquement une quinzaine de siècles. Disciple de Taylor, Andrew Lang, qui va être comme le chef de file de l'école anthropologique anglaise, affirme ainsi en 1884 « Le folklore recueille et compare les restes des anciens peuples, les superstitions et histoires qui survivent, les idées qui vivent dans notre temps, mais ne sont pas de notre temps. » Ça, c'est vraiment donc la description parfaite de la théorie de la survivance, que Lawrence Gom, le président de la Folklore Society de Londres, reprendra en 1890. L'objet du folklore serait la comparaison et l'identification des survivances de croyances, coutumes et traditions archaïques à l'époque moderne. Et ça va être vraiment le paradigme du folklore classique. Donc, le folklore représentait les superstitions contemporaines et les contes des peuples civilisés, alors que la mythologie, elle, préservait l'explication sous forme de récits par laquelle tous les peuples, des plus primitifs aux plus développés, façonnaient leur vision des origines surnaturelles. Le folklore appartenait seulement à la dernière étape de la progression culturelle et incarnait les survivances des étapes antérieures. Alors, ces théories vont être popularisées par un véritable best-seller de la fin de siècle et par la suite de la modernité, Le Rameau d'or de Golden Bough de James Fraser de 1890, qui trace le développement culturel depuis le primitivisme animiste jusqu'aux pratiques religieuses civilisées, comme une étude globale, massive et générale des survivances religieuses. Là, vous avez la réédition passionnante par Nicole Belmont avec, donc dans la collection bouquins. Donc, vous voyez que c'est une immense somme qui a été comme l'emblème de tout ce que le 19e siècle avait recueilli comme tradition à la fois ethnographique et folklorique, les deux se rejoignent. Alors, à l'aide de rituels, de croyances, de mythes empruntés à toutes les cultures anciennes et contemporaines du monde entier, Fraser crée, dit Nicole Belmont, une méta-mythologie. Alors, par exemple, il y a toute une partie sur les festivals de feu européens où donc il passe en revue ces cycles de faire des feux partout en Europe. Donc, c'est vraiment un phénomène pan-européen, peut-être même universel, puisqu'il le voit aussi à l'œuvre dans d'autres cultures. Et il va, par exemple, s'intéresser à un festival, à une fête très païenne, célébrée le 1er mai en Écosse, le Beltane. Alors, il va essayer de l'interpréter. Et donc, il va faire dialoguer différentes théories, notamment la théorie solaire, illustrée par William Mannhardt, pour qui ces immenses feux
qu'on continue à allumer. En Espagne, il y a, bon, évidemment, il y a les feux de la Saint-Jean que vous avez ici aussi au Québec et qui se retrouvent un peu partout en Europe et en Espagne aussi. Mais en Espagne aussi, on a cette tradition des fallas à Valence où l'on brûle des immenses effigies, etc., etc. Alors bon, pour Meinhardt, ce serait une sorte de mimésis des pouvoirs régénérateurs du soleil, donc un côté solsticiel, et ce que l'on fête, c'est l'arrivée du printemps et on est en train de propicier donc la fertilité. Mais d'un autre côté, il y a aussi la théorie de la purification, où le feu serait une façon de purifier la terre des mauvais esprits. Et ainsi, on en vient à un chapitre plus inquiétant qui est consacré à la combustion d'êtres humains dans les feux, où on voit, pour Fraser, dans ces feux-là, des survivances, toujours dans cette idée de l'originaire, de la survivance, les survivances de rites païens de sacrifices humains, notamment dans le Beltane écossais. Et alors, il dit des sacrifices humains offerts dans ces occasions, les traces les plus inévoques sont qu'il y a une centaine d'années, survivait encore dans les feux de Beltane, dans les Highlands de l'Écosse, qui est un peuple écossais situé dans un coin reculé de l'Europe et presque entièrement isolé d'influences étrangères, ce qui a fait qu'ils ont conservé le paganisme mieux peut-être qu'aucun autre peuple de l'Europe de l'Ouest. Il est significatif que ces sacrifices humains par le feu sont connus de façon qu'on ne peut contester, comme ayant été pratiqués systématiquement par les Celtes. La première description de ces sacrifices a été faite par Jules César, nul autre que Jules César, qui évoque que des images colossales étaient construites, remplies avec des humains, avec des animaux et du bétail, et qu'on y mettait le feu et qu'ils y étaient brûlés. Nous avons ici une des illustrations de ce qu'on appellera plus tard le Wicker Man. Donc, vous voyez ici cette sorte de monstre, de colosse fait en paille et où donc on entasse les victimes et qui ici d'ailleurs sont présentées de façon pratiquement exclusivement humaine. Et ce serait intéressant de comparer le succès iconographique de cette figure qui au fond remonte à ce qui a peut-être été une mauvaise interprétation faite par les Romains de pratiques gauloises. Il est très difficile de retrouver vraiment des traces de cela. D'ailleurs, c'est fait en paille et ça brûle. Bon. Mais c'est la représentation de Léviathan. La représentation de Léviathan dans la célèbre édition du Léviathan de Hobbes. Et donc, cet immense corps gigantesque construit de corps qui est l'image de l'État, donc construit de l'agglutination de chacun des individus. Et donc, ce serait intéressant de mettre en rapport cette iconographie des deux. Mais donc, vous voyez que donc Fraser, c'est comment interpréter ces immenses feux de la Saint-Jean et autres, et comment le mettre en perspective par rapport à l'histoire des populations, etc. Donc, Fraser va chercher
des évidences de survie de cette tradition dans des traditions folkloriques modernes. Alors la première, il la cherche du côté des géants, des balles de géants, que l'on retrouve en Catalogne, à Flandre, en Navarre, où elles sont une figure prééminente des célébrations religieuses, traditionnelles et civiques. Alors qu'en Angleterre, elles furent détruites pendant la Réforme ou par les puritains. Et le deuxième, c'est les combustions d'animaux pendant plusieurs, qui sont constatées dans plusieurs fêtes religieuses dans le calendrier ecclésiastique, et notamment le fait qu'on brûlait à l'occasion de ces fêtes notamment des chats. Et pour Fraser, ces deux coutumes auraient une origine commune et que ce seraient des traces des sacrifices humains décrits par Jules César. Donc, vous voyez qu'il y a un mélange vu comme ça. Bon, évidemment, il faudrait entrer beaucoup plus dans le détail, mais vu comme ça, on voit un aspect d'amalgame assez fascinant. Et c'est évidemment ce qu'on va critiquer à l'intérieur même des études de folklore et de l'anthropologie à James Fraser. C'est en même temps ce qui a fait son charme auprès de plein d'écrivains, d'artistes du XXe siècle qui étaient tout à fait fascinés par cette ébullition d'érudition et par ces croyances tellement étranges et toutes ces pratiques. Donc, il y a un côté comme de réenchantement finalement du monde par le folklore. Mais on voit qu'il y a toujours cette obsession de observer quelque chose, non pas en soi, mais par rapport à sa genèse, à sa généalogie et aussi par rapport à ce qu'il cache au fond. Et donc, très peu d'intérêt, par exemple, d'aller demander aux paysans pourquoi ils font ça ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire quand ils font ça, comme ce sera le cas plus tard dans les études folkloriques. Là, c'est au contraire, on reste dans sa bibliothèque, on compile tout ce qu'il y a pu avoir comme lien et on entre un petit peu dans ce que Umberto Eco appellera la surinterprétation, voire dans un certain délire d'interprétation. Parallèlement, il y a une vision essentiellement mortifère du populaire, vous voyez, parce qu'il est constitué comme une sorte de mort-vivant, un corps en miettes qu'il faut recomposer. Et donc, je cite Hubert dans l'année sociologique de 1900, « Le folklore d'un peuple se compose en majeure partie des résidus de son passé et des reliques de ses prédécesseurs à divers degrés de dessèchement et de décomposition. » Donc, vous voyez qu'on reste tout à fait dans ce registre. Il y aurait toute une poétique à étudier si on était plus dans le New Historicism. Il y aurait toute une rhétorique vraiment autour de ces images mortifères. Les pratiques et les croyances qu'on relève dans les recueils ne sont souvent que des épaves, mais souvent elles vivent encore ou vivaient il y a peu d'années. La signification de ces faits change, ils passent d'une catégorie dans un autre, leur rite devient un jeu et tel banquet de moissonneurs conserve la trace à peine effacée d'un rite religieux. Et c'est Billon, en 1908, dit « Je songeais que l'on n'avait pas jusqu'ici traité un tableau des traditions et des croyances qui se traduisent dans la pratique par des rites, des gestes et des formules, débris de cultes naturalistes ou déformations de religions plus avancées qui survivent encore chez les peuples civilisés et à l'ensemble desquels on peut donner le titre de paganisme contemporain. » Donc, c'est un terme intéressant aussi, mais qui n'a pas eu énormément de succès. À la même époque, Giuseppe Pitré, le fondateur des études folkloriques en Italie, y voit, je cite, « des restes de rites disparus, des cérémonies oubliées, de pratiques interrompues. » Et ce qui frappe, c'est la survivance simultanée d'usages disparates qui équivalent pour nous à des couches géologiques révélatrices des diverses époques. Donc là, il y a une vision plus géologique par strate qui est intéressante, qui s'installe. Et Saint-Yves, en 1936, considère le folklore comme, je cite, « une étude de la mentalité populaire dans une nation civilisée ». L'erreur de tous les théoriciens, dit Belmont, a consisté en somme à attribuer à l'objet étudié ce qui n'était qu'une caractéristique de leur propre attitude, à savoir leur désir de situer cet objet aussi loin que possible par rapport à eux-mêmes. Cette remontée dans le temps fait entrer le chercheur dans le mythe et sa recherche dans
l'idéologie. Toujours, dans la pensée de ces théoriciens, le folklore, qu'il se présente sous forme de croyances et d'observances ou de récits, ne peut avoir ni fonction ni sens actuel. Survivance d'un état social et religieux depuis longtemps disparu, ils sont les débris d'une mémoire inconsciente et sans usage, ne voulant pas voir que les contes avaient une fonction dans une société donnée parce qu'ils avaient pour celle-ci un sens actuel. Donc, c'est ce que Lévi-Strauss, dans un article fascinant que vous trouvez en ligne, libre de droit, Le Père Noël supplicié, qui écrit « Les explications par survivance sont toujours incomplètes, car les coutumes ne disparaissent ni ne survivent sans raison. Quand elles subsistent, la cause s'en trouve moins dans la viscosité historique que dans la permanence d'une fonction que l'analyse du présent doit permettre de déceler. » Et c'était l'article de Lévi-Strauss, qui est vraiment un petit bijou en soi, s'était intéressé à un phénomène à quelque chose qui était arrivé dans les années 50, donc c'est un texte qui réagit à l'actualité, où à Dijon, on avait brûlé devant la cathédrale une effigie du Père Noël. Et en fait, ce que Lévi-Strauss analyse, c'est que derrière un discours manifeste, c'est-à-dire le fait que c'est une réaction ultramontaine catholique contre la commercialisation de Noël de plus en plus sous l'influence des États-Unis et de la société de consommation. Et alors que, en fait, ce que Lévi-Strauss dit, on était en train de retrouver donc un substrat, de redonner un sens à des visions beaucoup plus archaïques du symbolisme, etc. Curieusement, ces théories de la survivance seront à l'origine de tout un courant de la littérature fantastique qui va en fait rationaliser les figures monstrueuses du folklore sous la forme de survie de cultes inquiétants. Autour de la fin du XIXe siècle, les théories folkloriques nourrissent un nouveau récit type, celui d'un observateur involontaire de la survie de rituels païens présentés comme des transgressions monstrueuses. Ce sont les écrits notamment de M.R. James ou de Arthur Machen, qui vont beaucoup influencer notamment Lovecraft et à travers lui toute la littérature d'horreur contemporaine. Et tout un sous-genre va en découler qui, après une lente émergence et une première éclosion dans les années 1970, triomphe actuellement dans le nouveau millénaire. C'est ce qu'on a appelé le folk horror. Et vous pouvez aller voir dans le site du British Film Institute, il y a une entrée très intéressante, Where to begin with folk horror, donc par quel film commencer pour s'introduire, s'initier à ce sous-genre. Or, que trouve-t-on? Le film culte absolu du folk horror et en général de l'horreur britannique des années 70, le Wicker Man. Et c'est vraiment la force iconographique, puisqu'évidemment, il y a une réelle force autant dans le film que dans les sources, c'est d'avoir pris cet emblème de la survie présupposée des traditions païennes qui, dans le film, est présenté donc selon les codes de ce sous-genre fantastique, justement comme le fait qu'il y a un inspecteur qui va faire une recherche dans une île reculée et dans cette île, il y a un aristocrate décadent qui a réinstallé le rituel païen du Wicker Man. Donc, alors la première représentation de cette iconographie, on la trouve dans les antiquités de l'ancienne Bretagne, de Aeled Sams, donc à la fin du XVIIe siècle. C'est un antiquarian, il fait partie du mouvement des
des antiquaires populaires qui s'intéressent donc à ces traditions. Et c'est l'illustration qui va vraiment faire renaître le mythe, en quelque sorte, du Wicker Man. Et on va le retrouver dans A Tour in Wales de Thomas Pennant un siècle plus tard, à la fin du XVIIIe. Et là, c'est les romantiques qui vont s'en emparer. Et ce sera cette gravure, la gravure en fait, de Sams et probablement celle de Pennant aussi, que le réalisateur de Wicker Man va proposer à son scénographe pour construire et qui va devenir l'emblème absolu du film, qui par ailleurs est une adaptation d'un roman qui s'appelle Ritual de David Pinner et qu'il renforce, auquel il donne vraiment un caractère mythopoétique avec justement cette iconographie. Alors, dans un article très intéressant sur The Folklore Fallacy, a folkloristic filmic perspective on the Wicker Man, que vous trouvez en ligne, Coven analyse les relations complexes entre le mythe folklorique construit par notamment Fraser et la transcription fantasmatique dans le film. Donc, le discours du folklore à l'intérieur de Wicker Man est centré donc sur la reconstruction d'un passé païen celtique imaginaire qui aurait été réinstallé dans cette île éloignée. Mais en fait, ce que Coven analyse, c'est que le film, ce qu'il revit réellement, c'est une perception victorienne du paganisme celtique. Là où donc le film montre le sacrifice du personnage principal, on ne va pas entièrement spoiler le film, et s'inscrit dans le schéma des sacrifices agraires et qui passe par le feu, ignéen, si l'on voulait, de Fraser. Donc, le sacrifice humain à la déesse Nuada vise à restituer la prospérité agraire de l'île, exactement comme une illustration explicite des théories de Fraser. Mais, nous dit Coven, c'est là où on est dans une folklore fallacy, on est dans une fallacie, donc dans une tromperie par rapport au véritable folklore, puisque ce folklore qui est soi-disant présenté dans le film et que beaucoup de gens à l'époque ont reçu comme quelque chose qui appartenait vraiment à des vieilles traditions païennes, celtiques, etc., en fait, est une pure construction. Et le film interprète le texte de Fraser comme une description historique qui, en fait, ne reconstruit pas le passé païen populaire, mais au contraire, ce qu'il reproduit, c'est la reconstruction que s'était fait l'époque victorienne de ce passé-là à l'intérieur notamment de l'idéologie de l'Empire britannique dont Fraser était un emblème. Donc, ce que l'on voit dans le film, nous dit Coven, c'est une trajectoire complexe d'influence. Premièrement, donc, si l'on remonte à l'origine de ce mythe, il y a César qui évidemment est en train de justifier son invasion des pays celtiques, donc de la Gaule. Il est en train de la justifier
comme feront les conquistadors espagnols, en disant, vous voyez, en fait, ce sont des barbares, ce sont des sauvages, ils pratiquent des sacrifices humains, etc. Donc, il y a un côté de propagande dans le texte original de César qui cite des textes que nous avons maintenant perdus, notamment Posidonius, donc, qui aurait voyagé en Gaule et donc une cinquantaine d'années avant la conquête par César. Donc, on est déjà dans une sorte de rumorologie qui se perd un petit peu dans la nuit des temps. Alors, évidemment, il y a eu des historiens qui se sont penchés un peu sur la question, qui ont essayé de voir s'il y avait des représentations, etc., etc. Mais on est dans un contexte de propagande et avec un des arguments les plus typiques qui est celui de la barbarie et qui, dans la barbarie, accuse l'autre de pratiques monstrueuses. Et donc là, c'est non seulement le sacrifice humain, mais ce sacrifice humain spectaculaire, si l'on veut, qui mélange d'ailleurs les hommes et les bêtes, etc., etc. Alors après, ensuite, on a, comme on a vu, les représentations dans des textes plus récents, comme celui donc, au XVIIe siècle de Aylett Sams, et ensuite Fraser qui essaye de comprendre et qui élabore une sorte d'interprétation de la pratique des feux de joie, etc., comme étant une survie de ce mythe. Et c'est à la fois l'interprétation de Fraser que Robin Hardy et le scénariste Schaffer réadaptent dans le contexte du film et ils utilisent directement les gravures qui représentent. Mais alors apparaît vraiment quelque chose de bizarre. C'est que The Wicker Man devient un film culte et en fait, ça va influencer des générations de néo-païens, donc dans le grand courant de néopaganisme que l'on connaît dans la contre-culture post-hippie. Et on va créer un festival Wickerman en Écosse et le Burning Man de Nevada qui va s'en inspirer et qui sont des tentatives de recréer quelque chose que ces participants croient avoir appartenu à un véritable passé. Donc, ils n'ont pas le sentiment de vénérer un film, ce qui est le cas, la représentation d'un film, mais de vénérer quelque chose de beaucoup plus ancien. Et en faisant réel ce qui était déjà présenté dans le film comme une récréation par l'aristocrate féodal, au fond, une réféodalisation de l'île. Et c'est ce que les folkloristes appellent un phénomène d'ostension, c'est-à-dire quand une représentation est incarnée et donc dans quelque chose qui ne faisait vraiment pas partie d'un réel folklore, ça devient un enactment, une performance. Et là, ça redevient à sa façon néo-folklorique, si l'on veut. Et alors, pendant le film qui était lui-même influencé par le revival païen et le renouveau du folklore des années 70, c'est pour ça que les auteurs s'intéressent au roman de Pinner parce qu'entre-temps, il y a eu tout le mouvement hippie et il y a eu avec ça tout un mouvement de le Wicca, etc., etc. Alors, ironiquement, eux-mêmes qui étaient en train de réfléchir sur le phénomène du néopaganisme et qui étaient en train de faire une sorte de fiction pour néo-païens de leur époque, c'est devenu l'emblème de quantité d'inspiration, de célébration
néo-païennes. Donc, le Burning Man, le Beltane Fire Festival d'Édimbourg, Wicker Man et quantité de rites néo-païens que l'on trouve sur Internet. Et donc là, ici, vous avez une photo d'un de ces festivals. Et bon, évidemment, on ne brûle plus des êtres humains, sinon ça poserait quelques problèmes avec la loi et l'ordre. Mais il y a cette représentation. Alors, c'est d'autant plus curieux qu'effectivement, ça devient comme un signe bienfaisant, une sorte de géant. On retombe sur le géant des balles des géants que Fraser associait totalement à tort d'un point de vue ethnographique au Wicker Man, mais le Wicker Man devient lui-même, par la force de cette sorte de béatification, de ludification, de festivisation, le Wicker Man devient une sorte de géant protecteur des festivaliers. Et on le retrouve évidemment aussi dans beaucoup d'autres représentations, telles que l'album The Wicker Man d'Iron Maiden ou un jeu vidéo, donc Pagan, où vous retrouvez ces représentations. Alors, le folklore. Le folklore va évoluer, mais dans le contexte notamment états-unien, vers un intérêt pour les pratiques vivantes, ce qu'on va appeler le folk life. Donc, on invoque le vitalisme par opposition à cette tradition du premier folklore. Alors, le folklore comme discipline, nous dit Belmont, est né d'une projection dans l'histoire et même la préhistoire d'une culture contemporaine jusque-là inacceptable sur le plan de la raison et de l'orthodoxie religieuse. Ça a été, selon Belmont, la dynamique qui a permis qu'on s'intéresse à la culture populaire paysanne, prémoderne. Ça a été de lui donner une légitimité comme en allant chercher du côté des origines. Il y a en effet folklore dès qu'un groupe social, quelle que soit sa taille, ne partage pas entièrement la culture dominante, qu'il ne veuille ou ne puisse pas le faire, et sécrète une autre culture dont la fonction est d'affirmer l'identité du groupe en tant que tel. La distance n'est donc ni spatiale, comme lors de la découverte des Amérindiens qui a contribué à la naissance de l'ethnographie, ni temporelle, puisqu'il y a contemporanéité entre les deux cultures, mais uniquement culturelle. Une discontinuité culturelle contemporaine et privée de la distance qui tempère son étrangeté est très difficile à admettre. On peut expliquer par là, nous dit Belmont, la naissance tardive et les débuts difficiles et lents du folklore comme discipline. Cette hypothèse permet en outre d'expliquer d'autres caractères du folklore. Ainsi comprend-on pourquoi le folklore le plus remarquable par son importance est celui de la classe paysanne des sociétés traditionnelles européennes, groupe social qui ne pouvait participer à la culture dominante, culture savante, culture littéraire, ni même entièrement à la religion imposée. D'où son besoin de créer une culture qui lui soit propre, avec des croyances, des rituels, des narrations, une musique, des costumes particuliers, etc. La fonction de cette culture était d'assurer une identité à cette société paysanne opprimée et de lui permettre en outre tout un jeu de différenciation à l'échelon local. On comprend également pourquoi le folklore ne constitue pas une culture totale, globale. En revanche, les sociétés primitives n'ont pas de folklore tant qu'elles constituent des ensembles culturellement homogènes. Et ce serait ça le passage, si l'on veut, non seulement de la discipline de l'ethnographie au folklore, mais des sociétés qui ont une culture homogène que tout le monde, à laquelle tout le monde participe, et les sociétés où il y a folklore, c'est-à-dire c'est les sociétés où cette culture qui était homogène ne l'est plus et elle est dominée par un rapport soit de colonisation extérieure, soit de colonisation au fond intérieure ou de domination. Le folklore tire sa valeur de son ancienneté, mais puisque la transmission, la gauchie est déformée, il est impossible de le connaître dans son authenticité primitive. Pourtant, on en a la nostalgie. Et c'est un peu dans cette sorte de boucle que tout le folklore, les analyses du folklore pendant le 19e et une bonne partie du 20e siècle va être prise là-dedans.
dans cette sorte de boucle de la nostalgie des origines et voire du démon des origines, ou de la fascination. Le folklore est donc un objet d'étude difficile à définir. Son champ ne peut être entièrement recouvert par l'histoire, ni par la mythologie, ni par l'ethnologie. La meilleure définition du lieu où l'on peut l'appréhender serait au point de jonction entre ces trois domaines. Il se présente comme un ensemble d'archaïsmes qui, loin d'être des anachronismes à l'époque où on les observe, sont vivaces, bien enracinés et ont une fonction sociale. C'est ça ce que Lévi-Strauss avait opposé avec sa vision à ce moment-là fonctionnaliste et puis structuraliste, et que reprend Belmont. C'est que ces survies-là ne sont pas quelque chose qui est tourné vers le passé. On n'est pas en train de les conserver parce qu'il faut les conserver. Ce n'est que plus tard, en fait. Ce n'est qu'avec les tentatives des États par rapport au tourisme de masse de créer des événements touristiques autour du folklore. Là, oui, on peut dire qu'on est dans quelque chose qui est essentiellement tourné vers le passé, où on essaye de reconstituer quelque chose. Mais tant que le folklore reste vivant, ce n'est pas un aspect de reconstitution, c'est un aspect de la culture vivante qui maintient des traits qui sont encore fonctionnels. En outre, il est toujours appréhendé comme une poussière de petits faits épars. À vrai dire, il est certainement impossible de faire entrer le folklore dans un système. Son caractère de dispersion est trop fondamental pour cela. Quand on tente de le saisir, on s'aperçoit qu'il est partout et nulle part. Il est loin d'affecter seulement une catégorie sociale bien définie dans l'espace et le temps, à savoir la paysannerie enfoncée dans un certain obscurantisme, comme on a parfois voulu le faire croire. Les folkloristes les plus classiques admettent qu'il existe un folklore des métiers, ainsi le folklore des pêcheurs étudié par Sébillot, un folklore militaire, un folklore juridique, un folklore urbain, un folklore des enfants, etc. Il prend naissance aussi bien dans une vaste communauté que dans un petit groupe de gens réunis par une activité ou un caractère commun. On peut même aller jusqu'à dire qu'il peut affecter l'individu aussi bien que la collectivité la plus étendue. Il n'y a en effet aucune différence de nature entre les superstitions individuelles et les superstitions collective. Et là, on peut finir par ce petit item pop, Superstition made me afraid to love, a true love story, donc une représentation dans les 50s, dans une bande dessinée des 50s qui parachève cette réflexion. Alors, dans la capsule prochaine, ce qu'on verra, c'est un des vecteurs les plus importants du paradigme folklorique. Ce sera la question des contes populaires. Merci beaucoup et bonne soirée.